Très bien. La sécurité autour du big data. Donc le big data, c'est un concept très flou, ou c'est plutôt des concepts. Et d'ailleurs, c'est même un concept qui va passer, qui est bientôt passé de mode, et qui finalement en fait concerne quand même pas mal de métiers, de secteurs d'activité et autres. Et ça touche la sécurité pour plusieurs raisons. Donc on va voir ça aujourd'hui. J'ai commencé par faire la même introduction que celle que j'ai faite à la Chambre de commerce, donc, puisque Laurétique organisait un événement début octobre. Et donc le début de cette présentation finalement va être commune. Et cette phrase, elle s'applique aussi à la sécurité, je pense. C'est-à-dire que de ce qu'on a vu, nous, en tant que consultants auprès de petites, moyennes et grandes entreprises normandes et parisiennes, c'est un peu comme le big data, la sécurité. Évidemment, on en fait, évidemment, on connaît, on en fait peut-être mieux que les autres, etc. Et puis, quand on creuse un peu, même pas beaucoup, hein, vraiment un tout petit peu, on s'aperçoit que comme le big data, finalement, on en parle plus qu'on en fait réellement. On pense que enfin, le RSSI souvent est convaincu qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Et on n'est pas forcément, je dirais, dans l'état de l'art de ce qu'on peut préconiser dans nos cours, Magali, de sécurité des systèmes d'information à l'université. Il y a deux points communs. Donc, il y a effectivement le fait que la sécurité, c'était un sujet qui n'était pas forcément bien implémenté dans les entreprises, qui avait tendance à faire peur, qui pouvait être un frein. Et donc, il y a par rapport au big data, alors là, c'est pas très lisible, je pensais que ça apparaîtrait mieux, mais en fait, sur ce slide, ce qu'on voit, c'est que tout en haut, en fait, il y a la sécurité. Donc ça, ce sont les intentions de dépenses par les entreprises. Donc, on a une réelle intention de dépenses autour de la sécurité de l'information. Donc, Franche nous a dit tout à l'heure qu'en termes de statistiques, hélas, le numérique était plutôt mal loti, parce qu'avec la conjoncture, donc les budgets se rétractent, et ça ne profite pas au numérique. Malgré tout, on voit que la sécurité, c'est un vrai sujet. Et donc, si on regarde les entreprises qui comptent plus de 500 employés, on s'aperçoit que le big data, donc hop, le big data, ça doit y avoir un petit laser là-dessus, hop, voilà, le big data qui est là. Donc, quand on regarde donc, la petite barre rouge, elle nous dit que c'est quand même un sujet qui intéresse pas mal de grosses structures aujourd'hui. Ce sondage, il a été fait en début d'année. Aujourd'hui, le big data est remonté un petit peu depuis et on est, je dirais, pas très loin des ERP, du collaboratif, etc. C'est-à-dire que en termes d'intention de dépenses sur les projets innovants, la sécurité et les big data, c'est à peu près le même combat point de vue de la DSI. Alors l'agenda que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement la société effectivement que j'ai créée, et puis aujourd'hui j'ai deux membres clés, pour pas dire mentors, qui sont présents. Donc Startup Data Driven. Ensuite, on reviendra sur la définition du big data et la démystification du sujet. Effectivement, parler des progrès techniques et pourquoi effectivement c'est une matière qui finalement peut être abordable. Prendre des exemples de projets réalisés qui parleront plus que de longs discours. Et puis aborder le sujet sous l'angle de la sécurité, d'un point de vue vision et démarche, et d'un point de vue, je dirais, sécurité du big data et le big data pour la sécurité, qui sont deux axes différents. Alors, Creative Data, c'est une société qui a été créée il y a 1 an et demi, et qui a une spécificité, c'est que c'est un pure player de la data. Donc on dit data-centric, on ne fait que de l'analytique, que de l'analyse de données. Et pour ce faire, en fait, on a effectivement une équipe aujourd'hui et on a des partenariats assez forts avec l'université, l'INSA, avec les laboratoires de recherche privés, donc celui d'Airbus Defence and Space, qui se trouve à Val-de-Reuil, où il y a une entité qui s'appelle Advanced Information Processing, qui fait du data mining et du machine learning depuis un peu plus de 10 ans pour l'armée, et le laboratoire de recherche public qu'est le LITIS, qui a aussi des compétences en indexation de l'information, moteur de recherche, analyse sémantique et machine learning. Les compétences, donc ce sont des compétences un peu historiques tournées sur l'analyse des données, puis des compétences plus récentes. Donc on voit ici les données non structurées.
Données non structurées, en fait, c'est tout ce qui n'est pas dans une base de données. Et donc là, on voit déjà un premier lien avec la sécurité, puisque finalement, on récupère au travers des logs beaucoup de choses qui sont écrites sur des file systems et pas dans des bases. Donc on va capter ça. Et pour capter ça, on a des nouvelles architectures qui ne sont plus une base de données Oracle comme on a pu la connaître, mais des architectures distribuées où on va stocker des quantités, des téras de données sous forme de log ou autre. Architecture base de données, sécurité, puisqu'en fait, on le verra, mais c'est effectivement le prérequis pour un projet de big data. On a des mathématiciens, des statisticiens donc, qui sont spécialisés sur la partie prédiction et donc on va dire les matrices mathématiques. Et puis on met toute cette complexité technologique au profit du business. Donc on a comme leitmotiv de tout faire pour amener un bénéfice métier et d'identifier un vrai ROI pour le client. Donc la mission de Creative Data, c'est repenser le système d'information comme un puissant levier de business, justement. Et comment on tient cette promesse en capitalisant sur les ruptures créées par l'émergence de Big Data. Alors, on a vu les 3 V rapidement. Nous, en fait, ce qu'on a senti, c'est que les entreprises normandes et pas que, se prenaient un petit peu les pieds dans le tapis dans les technologies. C'est-à-dire qu'on aborde souvent les projets de Big Data puisque c'est une rupture technologique, par la technologie, et c'est assez naturel. Sauf qu'effectivement, mettre en place les infrastructures et extraire de la valeur des données, ça ne s'improvise pas, et donc apprivoiser la technologie peut demander un certain temps avant d'en retirer un bénéfice. Donc partant de là, on s'est dit très bien, on va packager la technologie, on va créer une plateforme qui va aller de la collecte à la restitution de l'information, et au-dessus, on va opérer 3 activités que sont le lab. Donc le lab, en fait, c'est la capacité à prototyper des nouveaux usages et à faire émerger de la valeur des données de nos clients. La partie édition, donc, qui nous permet aujourd'hui de développer la plateforme sur laquelle on opère nos projets. Et puis la partie service, puisque tout ça, c'est forcément à un moment donné opéré par nous ou des partenaires pour des clients. L'équipe aujourd'hui, donc là vous en voyez 2 ici, Yann et Anthony. Une autre partie est à l'agence et en clientèle, mais en gros on a l'équipe pluridisciplinaire avec les différentes compétences que j'ai pu lister avant, et quelques partenaires de confiance, donc des grands comptes, des partenaires technologiques Oracle, IBM et SAP, pour ne pas les citer, des startups comme BIM Analytics, Happy French Tech Member de Montpellier, créé il y a 3 ans et qui est maintenant bien implanté aux États-Unis, sur l'analytique aussi, MongoDB, etc. Donc, alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur le concept de Big Data. De quoi parle-t-on et effectivement, de surtout pas faire ce qu'on peut apercevoir là dans cette slide, à vouloir, comme on a souvent tendance à le faire en informatique, parquer un nouveau projet qui peut-être servira à quelque chose dans un bureau avec des gens que de toute façon on ne comprend pas, et à un moment donné venir demander des résultats aux data scientists qui se retrouvent ensevelis sous cette masse d'informations. Est-ce qu'on peut lancer la topo en régie? Imaginez, vous êtes ici, au bord de la forêt amazonienne. Mais comment s'y retrouver là-dedans? C'est si vaste, 600 millions d'hectares, 390 milliards d'arbres, le quart des espèces d'oiseaux de la planète, 2,5 millions d'espèces différentes d'insectes. Toutes ces espèces végétales, ces espèces animales, ces interactions, ces écosystèmes, toute cette masse d'informations. Sacré laboratoire, non? Tiens, par exemple, saviez-vous que plus de 400 000 espèces de plantes répertoriées ici avaient un intérêt médical? Et ce n'est qu'un début des découvertes. Ça vous fait penser immédiatement à autre chose, n'est-ce pas? Plus proche de nous. On vous retrouve, c'est bien vous. Mais là, vous êtes chef d'entreprise. Regardons le nombre d'informations qui sont à votre portée. D'abord, vos propres sources de données, comptables, financières, commerciales, etc. Ou encore les sources d'informations du monde numérique qui nous entoure, réseaux sociaux, newsletters, vidéos, etc. Et si tout cela s'appelait le Big Data? Mais comment s'en servir? Tout d'abord, si nous commencions par identifier toutes ces potentialités, ce serait la première brique du Big Data, le volume.
Maintenant, tenons compte de l'extraordinaire diversité et richesse de ces informations à disposition. C'est bien le deuxième élément du Big Data, la variété. Collectons toutes ces informations. Pour en tirer le meilleur, il faut savoir le traiter rapidement et au bon moment. La notion de vitesse est primordiale. Maintenant que ces données sont raffinées, il faut savoir en extraire toute sa valeur. En Amazonie ou en entreprise, élargissez votre champ de vision. Vous anticiperez avec clairvoyance le futur de l'entreprise. Vous arbitrerez en toute connaissance de cause. Vous prendrez de meilleures décisions pour plus de clients et pour des clients plus heureux. Alors voilà, ce qu'a tenté d'illustrer cette vidéo, c'est la définition telle que le Gartner l'a définie donc, il y a quelques années, qui consiste à poser les 3 V qu'on a pu retrouver sur la gauche, donc volume, variété, vitesse. On en a 2 supplémentaires qui sont la véracité et la valeur, puisque l'objectif en fait, de toute cette masse de données qu'on va analyser de manière fine en temps réel et pour prédire des phénomènes, c'est d'extraire de la valeur pour l'entreprise. Alors, le volume, en fait, on le constate, c'est la quantité exponentielle de données qu'on peut produire tous avec nos smartphones. Effectivement, là, vous êtes tous géolocalisés, on sait quelle heure il est, vous êtes en train de tweeter, vous êtes en train de produire de l'information sous format photo, vidéo. Je suis en train de parler, il y a de la voix qui circule, c'est enregistré, tout ça peut être retranscrit en fait sur des disques. Donc naturellement, en fait, étant donné qu'on toute notre activité est en train de se digitaliser, on produit beaucoup plus d'informations qu'à l'époque où on se contentait de saisir des informations dans un ERP, donc de passer de la culture papier à la culture informatique et de numériser un certain nombre de formulaires. On n'en est plus là. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Et effectivement, le côté variété, c'est ces 80% de nouvelles informations qui ne sont pas structurées dans des bases, qui aujourd'hui ne sont pas exploitées réellement par les entreprises. La promesse du Big Data, c'est de les exploiter, tout ça en temps réel. Parce que finalement, en fait, si on n'avait pas des limitations technologiques aujourd'hui, toute l'information, même sur des quantités astronomiques de données, on veut y accéder en temps réel. Exemple, Twitter. On tweet et vous êtes tout de suite prévenu. Et en gros, les temps de traitement sur des téraoctets et des milliers de téraoctets de données, en fait, il y a de l'analyse pour savoir, et il y a de l'analyse qui est faite pour savoir qui ça intéresse, comment, quand. Et tout ça, en fait, ça se fait dans une fraction de seconde. Donc on peut imaginer que tout ce qui est fait et tout ce qui a été fait et mis au point par notamment les laboratoires de recherche de Google, Facebook, Amazon, Twitter, ça pourrait avoir une utilité en fait dans d'autres contextes que ces métiers-là. Et c'est ça le Big Data, c'est de dire que toutes ces technologies vont être utilisées dans nos entreprises, dans nos administrations, dans tous les secteurs d'activité finalement qui ont un intérêt à croiser toutes ces données pour se réinventer. Alors, on a plus de puissance et on a moins de dollars nécessaires. Donc ça tombe bien, puisque comme on est en temps de crise, les entreprises ont du mal à investir dans des projets innovants. Et un des gros intérêts en fait, du Big Data, c'est qu'il réside principalement et même essentiellement sur des technologies open source. Donc jusqu'à présent, vous vouliez faire de l'analytique, vous alliez voir justement nos partenaires historiques, IBM, Oracle et SAP, et vous rentriez dans un processus de négociation de licence qui prenait à peu près 1 an. En fait, le Big Data, c'est bien différent. Vous allez voir Creative Data si vous voulez jouer local. Et en gros, vous avez une plateforme qui ne vous coûte pas grand-chose, puisqu'en fait, c'est simplement des technologies open source qui sont assemblées et garanties par une société. Mais tout est, en tout cas, ouvert et libre. Alors, c'est ce qui explique ce schéma où on a comparé en fait, BI et Big Data. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la BI est en déclin. La BI, c'est typiquement, pour ceux qui connaissent, Business Objects. Peut-être d'ailleurs que pour certains qui opèrent la sécurité en entreprise, vous avez ce qu'on appelle des data marts qui collectent de l'information sécuritaire et vous avez par-dessus un business object, un IBM Cognos, un Oracle en fait qui vient lire de la donnée. Donc ça c'est effectivement ce qu'on a aujourd'hui à peu près partout, hein. C'est 99% du marché aujourd'hui et on a le big data qui est en train de grimper en flèche qui lui fait à peu près la même chose mais de manière libre. Problème du libre, c'est que ce n'est pas une entreprise qui le porte,
c'est de ce qu'on appelle l'innovation participative. Et donc l'innovation participative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein d'acteurs, il y a plein de communautés en fait, qui portent ces progrès technologiques, et c'est pas forcément bien canalisé. Ce qui fait que quand on essaye de regarder, et ça c'est un des derniers regards qui a été fait sur les différentes briques qui existent, c'est juste illisible. Et ça, c'est loin d'être exhaustif parce qu'il existe beaucoup plus de technologies que ce qu'on montre ici. Donc c'est intéressant, c'est riche, c'est vivant, mais en même temps, il faut être capable de le domestiquer et de stabiliser des solutions. Alors, ça, c'est effectivement la vision un petit peu passée et à venir. Donc, qu'est-ce qui se passait avant le big data dans une entreprise? Donc, je suis patron. Donc là, l'image qui a été prise tout à l'heure, en fait, c'était un patron de PME qui cherchait à comprendre ce qu'était le big data et il va transformer toutes ces données en valeur. Avant, il disait, données en valeur, ok, les données chez moi, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la marge surtout. J'ai une entreprise qui est en train de se développer à l'international, donc j'ai besoin de savoir comment est-ce que mon activité se porte et quels sont les leviers pour vendre mieux, vendre plus, dépenser moins. Eh bien, ce que je faisais pour répondre à ces questions aussi basiques, c'est que je créais des cubes. Donc là, c'est génial en fait, parce que nous, on adore créer des cubes en fait à l'informatique. Juste au niveau du métier, ils se retrouvaient à avoir effectivement des ingénieurs informaticiens qui travaillaient 6 mois à créer un cube, qui répondait partiellement à leurs demandes. Et quand ils avaient une nouvelle requête, une interrogation, ils revenaient voir cet ingénieur informatique ou cette équipe et ils lui demandaient effectivement une légère modification, sauf que le cube, une fois qu'il est refermé, on a du mal à le toucher. Donc là, du coup, on a une nouvelle approche, cheap. Donc c'est le petit canot là. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que maintenant la donnée, en fait, on se fiche un petit peu de la forme qu'elle peut avoir et on ne veut surtout pas faire l'erreur qu'on a pu commettre en fait ces 20 dernières années, à savoir structurer l'information. Parce que plus vous structurez l'information, plus vous la fermez et moins vous pourrez en extraire de la valeur. Donc l'optique, ça va être de prendre toutes ces quantités d'informations disponibles et de les stocker de manière complètement grossière, brute. On prend toute l'information et on la stocke. On ne se pose pas plus de questions que ça. Surtout, on garde vraiment tout. Et même si elle est dupliquée 1000 fois, c'est pas grave. Aujourd'hui, le disque dur ne coûte plus rien. Nous, notre entrée de gamme, c'est 40 Tera de disque pour quelques euros. C'est pas grand-chose. Il y a des vraies réductions de coûts derrière. Donc, on stocke tout. Donc, on arrive à avoir un data lake et à se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux? Et là, on retrouve notre patron de PME qui dit, moi, c'est simple, en fait, les questions d'hier sont les mêmes. Puis, effectivement, ce qui m'intéresserait, c'est de l'avoir en temps réel aussi sur mon iPad. Alors ça, c'était compliqué. Ah bon, oui, mais ça, c'est l'air. Écoutez, je vois pas pourquoi mes enfants de 6 ans, en fait, auraient des informations en temps réel sur leur iPad et sur leur iPhone, et que moi, PDG, je ne puisse pas obtenir la même chose sur mes propres données d'entreprise. Il a tout à fait raison, en fait. C'est que la technologie n'était pas prête. Et donc, le champ des possibles est différent, puisqu'en fait, on a un rapport au temps différent. Le cube, il se générait la nuit, et souvent, le matin, vous arriviez, et le cube avait explosé en vol. Ah, c'est compliqué. Vous aurez vos chiffres demain, monsieur le président. C'est dommage, parce que, justement, je rencontrais un client. Donc là, en fait, l'idée, c'est de récupérer du temps réel, et même d'aller plus loin. Et c'est un petit peu là que c'est perturbant, le big data. C'est que la promesse du big data, c'est aussi d'apprendre de tout cet historique de données. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le lac, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe et de comprendre les phénomènes. Finalement, comment ça marche, tout ça. Ok, il y a des bancs de poissons, il y a tout un tas de choses. Et en fait, on peut, d'ailleurs, c'est comme ça, c'est les Américains qui marketent beaucoup mieux que nous cette partie-là, disent plonger, dive into your data lake. Et donc, en fait, on va plonger dedans, on va comprendre, observer. Et en fait, plus on va observer, plus on va mettre ça de manière scientifique dans des matrices. Et on va être capable de dire, effectivement, compte tenu du réchauffement climatique, etc., compte tenu de l'évolution des espèces, compte tenu de tout ça, la réalité de demain, ce sera celle-ci. Et ça, on peut le faire de manière assez simple, avec ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, qu'on applique aujourd'hui aux données, et qui s'appelle le machine learning. C'est quand Watson, Watson, il y a des programmes en fait, qui sont ouverts, donc vous pouvez faire IBM Watson et jouer avec le docteur Watson qui notamment a battu Kasparov aux échecs et qui maintenant a réussi à battre l'humain au jeu de Go. Et donc, c'est quand Watson se met à prédire l'avenir.
Watson, en fait, c'est nous. Hein. C'est juste les mathématiciens qui sont à l'INSA ou à l'université qui créent des grosses matrices en prenant en fait tout ce qu'il y a dans ce lac. En termes de retombées économiques et d'emploi, parce qu'on est à la région et on parle beaucoup de ça et d'Europe, on dit que le big data en 2020, donc dans 6 ans, représentera 8% du PIB. Et qu'on aura créé 4,4 millions d'emplois en Europe, directement ou indirectement autour du big data. Donc si vous voulez vous former ou aller, chercher un petit peu une voie d'avenir, je vous encourage à étudier un nouveau métier qui s'appelle le data scientist et à étudier la science des données. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Creative Data? C'est qu'un projet, c'est aussi basique que ça. À un moment donné, on partage une réflexion stratégique avec un client et donc on identifie des problématiques métiers, ce qu'on appelle des use cases. Ensuite, on vient sélectionner et récupérer un maximum de données, faire une analyse préliminaire, donc nettoyer la donnée, parce que la donnée n'est jamais propre quand on la consomme au départ, l'indexer, donc on en a parlé, Olitis, c'est ce qu'ils font depuis des années, donc l'indexer, normaliser, etc., intégrer, modéliser, stocker en propre, donc sur site, ce qu'on dit on-premise ou dans le cloud, traiter cette donnée et faire de l'analyse prédictive dessus. Donc, avec les 3 volets que j'ai cités tout à l'heure, qui étaient l'analyse passéiste, parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de comprendre d'où je viens pour savoir où je vais. Donc c'est le know, c'est la capacité à avoir une vision rétroviseur sur mes données. La capacité à écouter tout ce qui se passe en temps réel, puisqu'aujourd'hui, vous avez tous un rapport temps réel à l'information. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous attendez et ça vous paraît légitime. C'est pas forcément ce que vous avez dans des organisations publiques-privées, mais en tout cas, sur Internet, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, la prédiction, puisque à un moment donné, j'ai tout intérêt à savoir un petit peu où je vais, à ressentir un petit peu plus finement les choses, sans forcément me fier à mon intuition, mais en me fiant en fait aux mathématiciens que je peux avoir en interne ou en externe. Alors les exemples, en fait, c'est un exemple bien connu, puisque en fait, on investit sur des projets informatiques quand ça rapporte de l'argent. Donc on commence à investir dans le big data quand on va gagner de l'argent avec. Donc le premier vecteur, évidemment, c'est le marketing. La promesse en fait du marketing, c'est, je crois que c'est, je sais plus, en fait, c'est, il y a un truc dans les écoles de commerce, c'est de dire en fait savoir, c'est, en fait, je veux vous vendre le produit, mais donc c'est qui, quand, comment, où, etc. En gros, il faut effectivement shooter la promotion que vous ne pourrez jamais refuser. Et donc, comment on fait ça? C'est simple. On analyse tout ce qui se passe dans les magasins, on analyse les achats sur Internet, on analyse votre historique de navigation pour comprendre votre comportement d'achat, comprendre ce que vous recherchez, comment vous vous comportez. Et puis, par rapport à ça, on va aussi corréler, puisqu'on a dit que le big data, c'était aussi toutes les données qui circulaient sur Internet, tout ce que vous aimez, tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, etc. etc. Truc super intrusif, Big Brother, on est en plein dedans. Et en gros, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des labels. C'est qu'effectivement, ça permet d'avoir une vision où, à un moment donné, vous avez des marchands qui vous connaissent peut-être même mieux que vous. Et c'est le but, hein, clairement, c'est de vous suggérer des produits dont vous allez acheter de manière à peu près certaine, sans forcément que vous en ayez eu et ressenti le besoin. Donc ça, c'est le marketing prédictif, anticiper les besoins et cibler. General Electric, donc c'est pas nouveau, et General Electric, en fait, eux se disent le big data, c'est effectivement toutes ces nouvelles sources d'information qui passent par ce qu'on appelle les sensors aux États-Unis, donc les nouveaux capteurs d'information, aussi appelés à la FNAC objets connectés. Et donc les objets connectés, c'est encore une nouvelle source d'information, et donc on est toujours sur une croissance exponentielle de nos volumes de données. Et donc General Electric se dit, on va doter en fait tous les produits qui vont sortir de nos usines de capteurs, et surtout on va créer des produits qui seront communicants, puisque l'idée en fait quand on parle de vision 360 de l'information, c'est que tous ces petits objets ou gros objets puissent échanger les uns avec les autres et que l'information soit centralisée. Donc ce qu'ils font pour ça, c'est qu'ils développent des outils de big data propres à analyser avec précision des masses colossales d'informations. Donc des objets avec une capacité à embarquer de l'analytique avec cet objet. C'est plus de l'analytique ailleurs, c'est l'analytique qui suit l'objet. Et puis la dernière partie, c'est comprendre en temps réel le comportement des produits de la firme, des moteurs d'avion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à regarder en fait l'évolution de Rolls-Royce,
qui fabrique des turbines, des réacteurs d'avion, qui a complètement évolué. Aujourd'hui, en fait, ils fabriquent de la donnée, ils analysent la donnée, ils ne fabriquent plus des moteurs d'avion. Et donc, en fait, General Electric s'apprête à faire la même chose. Donc, il n'y a pas que, il y en a à peu près tous les industriels sont en train de repositionner leur modèle économique sur la donnée. Ça dit en passant, en fait, on est juste en train de s'inspirer de toutes les boîtes américaines qui cartonnent et qui ont fait ça dès le départ, à savoir Facebook, Amazon, Google et j'en passe. Tout connaître donc des produits. Et en gros, ce que dit le président de General Electric, c'est si nous sommes capables d'optimiser l'usage de nos équipements d'1%, ça correspondra à plus de 20 milliards d'économies sur notre parc machine installé. Donc évidemment, l'optique, il est très très simple, c'est d'optimiser l'existant. Donc on écoute ce qui se passe, on recueille l'information, on prédit, et du coup, effectivement, la panne, au lieu de la subir, en fait, je vais la prédire et je vais faire de la maintenance préventive, ce qui change tout, en fait, dans le processus industriel. Les exemples sont variés, donc effectivement, je ne pense pas qu'il y ait demain un secteur d'activité qui soit épargné. Donc, on a parlé de la maintenance prédictive, et ça, c'est un exemple qui m'est cher, parce que je pense qu'on a tous les moyens en Normandie pour apporter du big data dans l'industrie et créer l'industrie de demain. La distribution avec les offres temps réel, les services personnalisés, le pricing dynamique comme le fait Amazon, pour ne pas le citer, qui est quand même le champion du monde du big data sur justement ce pricing dynamique. Vous achetez un billet d'avion, vous ne l'achetez pas, vous revenez 5 minutes plus tard, le prix a baissé. Tiens, c'est marrant. Ah ben c'est du big data. Alors l'assurance, c'est pareil, hein, l'assurance tarification à l'usage. Aviva, super exemple, Aviva, vous téléchargez l'application Aviva, vous la mettez dans votre voiture, l'accéléromètre, etc. On va effectivement analyser votre conduite et on va vous faire des tarifs en fonction de votre conduite. Puis alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont plus loin, c'est qu'à un moment donné, si vous accélérez un peu trop fort, ils vont se dire « c'est pas normal, d'habitude il a une conduite bon père de famille et tout ». Ah, peut-être qu'il s'est fait piquer sa bagnole. Ah, ça nous intéresse parce que du coup, quand on est assureur, on cherche à optimiser le risque et du coup, effectivement, plus votre conduite est safe et moins vous paierez cher. Mais du coup, on a aussi la velléité à évidemment à faire tout ce qu'il faut pour empêcher la fraude et le vol. La santé, les transports, services publics. Donc Open Data, c'est le début, hein, mais services publics innovants de demain, en fait, il sera boosté au Big Data. Et l'énergie, évidemment, puisque l'énergie n'est qu'une question de flux d'énergie. Donc énergie, flux. Les bénéfices, donc je pense les avoir à peu près illustrés, mais en gros, c'est effectivement améliorer l'existant et en fait trouver de nouveaux gisements de valeur. Alors qu'est-ce que c'est que la fameuse valeur donnée, hein, valeur, Airbnb, Uber, c'est des boîtes data-centric comme Facebook. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont juste repensé l'usage des données. Donc ils ont juste un regard un peu différent et ils se posent les bonnes questions. Donc à un moment donné, ça veut dire être créatif et s'imaginer que la donnée, une fois croisée, elle va porter de la valeur. Donc les secteurs d'activité, on les a vus, et donc aujourd'hui on est là pour parler de sécurité. Donc j'ai voulu répondre à la demande de Clément et de faire un focus sur ce que ça peut amener à la sécurité. Donc ça, en fait, le big data et la sécurité, il y a trois choses. Déjà, il faut savoir qu'en fait, quand on parle de sécurité, il faut toujours prendre, c'est comme le big data, il faut prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de hauteur. Alors regardons carrément ce qui se passe au sommet et regardons en fait ce que fait l'État. L'État, cet été, a sorti quelque chose. Alors, ça, c'est la journée des systèmes d'information. C'est pour dire qu'en fait, il y a un événement à l'INSA et à l'université qu'il ne faut pas manquer tous les 2 ans, là qui vient d'être passé, mais qui fait écho à NetSecurity aujourd'hui. Moi, ce que je voulais vous dire, c'était que quand on parle de sécurité, il faut juste avoir une gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelle est la vision de la sécurité dans mon organisation, dans mon entité. Et donc, en fait, c'est assez simple. C'est qu'à un moment donné, on édifie des règles du jeu et on est capable de les écrire. Donc, comme n'importe quel contrat, plus on en écrit, moins on le lira et moins ce sera respecté. Donc, c'est juste de fixer les grandes règles. Et l'État s'est prêté au jeu en disant « Ok, on va créer une politique de la sécurité des systèmes d'information. » Et puis, comme on a nommé un Chief Data Officer, vous êtes peut-être au courant, Henri Verdier, qui est le CDO, donc le futur DSI, hein, puisque demain, il y aura moins de DSI que de CDO. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donc, Chief Data Officer, quelqu'un qui est là juste pour analyser les données. Eh bien, en fait, ils ont nommé un CDO et ils ont créé une politique de sécurité au sommet de l'État en disant on va ériger nos principes sécuritaires, on va les poser sur papier, on va faire 10 grands principes et on va dire à tous nos ministères de s'y intéresser, de l'appliquer, de se sentir sensibilisés, informés et d'être exemplaires par rapport au monde du privé.
Donc je ne sais pas si ici en région, on a une politique de sécurité, mais en tout cas, que ce soit dans toutes les organisations publiques ou privées, regardez et rentrez chez vous, demandez quelle est la politique de sécurité dans votre organisation. Alors voilà, ça date du 17 juillet, donc c'est tout neuf, hein. Pourtant la sécurité, ce n'est pas un sujet nouveau. Mais donc on a décidé de poser la vision et les règles du jeu. Rapidement, les 10 principes, c'est faire confiance à des prestataires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi accepter qu'on ne puisse pas tout maîtriser en interne. Je pense que dans le cheminement, c'est important de savoir que chaque entreprise a une spécificité, même publique, si on considère ça comme une entreprise, elle a de la valeur ajoutée et qu'à un moment donné, faire de la sécurité à haut niveau, ça peut demander des compétences qu'on n'a pas en interne. Analyser les risques et se dire qu'en fait, il faut y aller, il faut démarrer petit, on va faire une politique de sécurité avec 3 grandes règles, peu importe, c'est peut-être nul, mais ça a le mérite d'exister. Et puis de faire grossir la politique de sécurité et la courbe d'apprentissage. Donc tout de suite, rentrer dans une logique PDCA, Plan Do Act Checked, où c'est la route d'Eming, on améliore la sécurité en interne. Ensuite, on met ce qu'il faut sur la table en termes de moyens humains et financiers, et on utilise des dispositifs du type carte à puce, c'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours répondre à une certaine forme de paranoïa autour de la sécurité. Bon, regarde si j'ai ça. En fait, aujourd'hui, il existe tout un tas de dispositifs pour faire de la sécurité de haut vol. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Une petite pépite que personne ne connaît en fait en Normandie, PlugUp. Vous faites PlugUp sur Amazon ou Google, vous allez voir, vous allez retrouver ça. C'est une boîte de Ménilénard. Donc ça, en fait, c'est typiquement, nous, sur notre plateforme Apollo, demain, le client un peu flippé dit « Ouais, mais moi, vous comprenez, c'est les données bancaires, je comprends. Vous mettez PlugUp, c'est du 256K, les algos, vous pouvez essayer de les casser. C'est du lourd, et d'ailleurs, ça respecte en fait les normes américaines les plus élevées, les plus drastiques, quand on parle de sécurité. Donc ça, c'est chez nous, hein. C'est dommage, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens. Il y a des gens de PlugUp ici ou pas? Non. Oui. Donc c'est typiquement, là je pense à une chose, c'est cartographier le savoir-faire qu'on peut avoir en région. Parce que c'est dommage que PlugUp ne soit pas mis un peu plus en avant. Alors les opérations sont tracées, contrôlées, des règles du jeu, des droits, des devoirs. On est tous, la sécurité en fait, c'est un sujet qui doit être En fait, on est tous responsables. Donc la sécurité, c'est, monsieur de la DCRI est venu nous briefer à Innopolis, la sécurité, c'est votre responsabilité à tous. Ce n'est pas la responsabilité du mec qui a écrit la politique de sécurité. Et donc, effectivement, à un moment donné, il faut être réglo. Donc, ça veut dire qu'on ira vers des labels comme l'éthique. On parlait tout à l'heure du big data, qui en savait plus sur vous que vous. C'est un peu gênant. Donc, les labels, je pense que ça peut être intelligent, surtout en France. Une petite laïus que je faisais à mes élèves en SSI, c'est que la sécurité, ce n'est pas que le côté confidentiel de la chose. En fait, sécurité, c'est aussi l'intégrité de l'information. Si je mets en fait une mauvaise information à disposition de vos super moteurs de calcul, ça ne vaut rien, c'est de la pollution. Donc la fiabilité de l'information, c'est essentiel, et la disponibilité aussi. Si le rétroprojecteur s'arrête, ça a beau être super sécure, ça ne marche pas, l'information est plus disponible. Pour moi, c'est aussi une dimension forte de la sécurité. Le data lake que je vous ai montré tout à l'heure, il faut le protéger. Donc, et juste pour vous dire, parce que je vois le temps qui passe, qui accenture donc à identifier ça de manière clé, c'est-à-dire que c'est le principal frein à l'adoption du big data aujourd'hui, c'est le manque de sécurité. Ok, super. Bon, bah on va essayer de traiter ce frein. Et quand on regarde, nous, nos clients en fait, qui font du big data, on s'aperçoit qu'il y a tout et son contraire, à savoir soit je m'en fous de la sécurité parce que résultat first, et du coup l'objectif c'est de dépenser le moins possible pour en tirer le plus possible. Et il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui sont en difficulté, qui ne voient pas forcément la sécurité comme un levier de business, mais plutôt comme un frein. C'est la réalité, et beaucoup dans les startups. Donc je pense qu'il y a besoin d'éduquer un peu plus les startups, de faire de la pédagogie, comme disait Fange tout à l'heure, de sensibiliser, d'informer. Hein, parce que du coup, c'est bien de dire vous êtes responsable, mais quand on n'a pas les moyens, en fait, on pense plus à sa survie qu'à sa responsabilité. Et le secteur du retail, donc, qui lui est tout à l'inverse, qui lui protège son coffre-fort, a érigé en fait tout ce qu'il fallait pour protéger tout dans tous les sens et faire en sorte qu'il n'y ait jamais en fait une information qui sorte de son SI. Alors,
Et le cloud, c'est un autre sujet. Je vais passer rapidement, mais en gros, on a plein de fournisseurs de cloud. Le cloud, c'est le truc magique en fait qui va révolutionner le big data, mais pas en France, pas tout de suite, qui l'a déjà fait en dehors de nos frontières, parce qu'en France, on a peur. Donc du coup, moi je voulais simplement dire, sans forcément faire l'apologie du cloud, c'est que du coup, comme les clients avaient peur du cloud, on ne ferait pas de cloud chez Creative Data, ce qui est bien dommage parce que ça va coûter plus cher à nos clients. Mais comme les clients ont peur, c'est un cercle vicieux. Alors, je voulais dire par rapport à ça que le cloud, c'était intéressant pour deux raisons. C'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir des serveurs, comme vous les verrez en ressortant de la région tout à l'heure, qui tournent tout le temps et sur lesquels il n'y a pas d'activité, le cloud, c'est quelque chose d'intéressant. On vient consommer en fait du stockage et du calcul à la demande. C'est-à-dire qu'on arrête d'acheter des serveurs qu'on va immobiliser pendant des années et qui serviront peut-être, puisque finalement, il n'y a pas grand monde qui sait si c'est vraiment utilisé, si la machine est trop petite ou trop grosse, et comment tout ça c'est optimisé. Donc le cloud, et même sur des clouds de proximité, ça a le gros avantage de s'adapter aux besoins réels de traitement informatique. Donc on parle de stockage élastique et de capacité de serveur à la demande, où effectivement, nous on le voit, on a des téraoctets de données avec des matrices qui vont être appliquées dessus. Donc ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, les ventilateurs vont s'énerver un petit peu, mais ça, en fait, on va le faire sur 300 machines pendant 2 minutes. Et le traitement, il est terminé, toutes les machines s'arrêtent. Et ça nous a coûté 1,50 $ chez Google. C'est des choses qu'on a fait pour analyser 300 téras de données. Donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises en région de Normandie qui ont 300 téras de données analysées, mais ça se fait très bien. 300 téras de données, en fait, c'est tous les logs depuis la nuit des temps de Wikipédia. Le cloud, on peut le sécuriser. Vous prenez l'offre Amazon, c'est contrôle d'accès, isolation réseau et données au repos. La présentation, elle ne se veut pas. On a échangé avec Clément là-dessus, technique. Donc on passera rapidement, mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, il y a des dispositifs qui sont à 1000 lieues de ce que vous pouvez avoir au sein de vos entreprises publiques privées. Et donc beaucoup plus safe que ce que vous pensez avoir et bien faire chez vous. Donc c'est important de le savoir, de le dire. Et de se demander pourquoi les Américains ne font que du cloud. Le big data pour renforcer la sécurité informatique. Le big data, c'est effectivement une fois qu'on a sécurisé le data lake, parce qu'à un moment donné, il fallait sécuriser toute cette information importante qui va se transformer en valeur. Donc dès lors qu'on dit que l'information, c'est de la valeur, ça veut dire qu'on a un vrai coffre-fort. Avec le coffre-fort, on ne le met pas en place publique, ouvert, on le sécurise. Mais c'est aussi se dire, bah, ok, aujourd'hui, en fait, j'ai quoi en termes de sécurité? Aujourd'hui, en fait, j'ai mis en place des solutions qui sont verbeuses. Mais finalement, en fait, personne ne va les lire, ces logs, de manière honnête. Personne ne les lit. Et donc, on a en informatique, pour ceux qui connaissent un peu, le mode V, là, le -V, qui dit verbose, et qui va générer tout un tas de données en fait, qui vont polluer nos machines. Et comme on n'est pas dans le cloud, on ne sait pas si ça ne va pas bloquer à un moment donné. Donc, on préfère finalement les laisser et puis leur dire, bon, bah, tu me dis juste le minimum pour que je puisse faire mon boulot de RSSI, responsable sécurité et système d'information. Donc, on a un truc, donc moi je connaissais peu, qui s'appelle le SIEM, Security Incident Management and Event Monitoring. C'est de l'outil de collecte et de gestion de logs de sécurité. C'est bien, mais encore faut-il être capable d'aller lire tout ça et d'en retirer l'information essentielle, de ne pas être pollué par ça. Donc pour moi, en fait, l'avenir, c'est Splunk. C'est une boîte qui cartonne aux États-Unis et qui fait qu'une chose, en fait, c'est de dire qu'effectivement, tous ces logs vont être digérés dans une solution analytique clé en main, qui est Splunk, et qui va vous ressortir une information claire de tout ça, de manière très visuelle et, je dirais, didactique. Donc la promesse en fait, du big data pour la sécurité, c'est de dire demain, vous aurez une vision 360 de tout ce qui se passe dans votre entreprise. Et comment on va le faire? C'est que là où vous aviez des routeurs, des firewalls, des proxys, des machins, des trucs, des bidules, en fait, on va récupérer toute cette information et on va surtout pas faire des cubes avec, on va la garder de la manière la plus fine possible. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire de l'analyse de signaux faibles et détecter en fait des cas qui paraissent complètement à l'esprit humain un peu fou, mais qu'on va détecter, on va s'apercevoir qu'il y a des comportements qui sont anormaux. Et ce qui va être intéressant, c'est que comme le big data est capable de croiser toute l'information, on va les corréler avec les données des navigateurs, on va les corréler en fait avec les données de ce qui est utilisé par les forces de vente qui sont en déplacement, peut-être à l'étranger, etc. Et là, on va avoir une vision beaucoup plus large et on va pouvoir effectivement avoir une approche de la sécurité à 360 degrés. On ne sera plus derrière son prompteur. Et donc, ça concrètement, d'avoir cette vision 360, effectivement, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est le rêve de tout RSSI, fraud manager, des directeurs SI et pourquoi pas le super allié demain des auditeurs.
comment tirer parti de tout ça, parce que c'est effectivement un peu changeant. C'est de dire qu'effectivement le data scientist, le RSSI, comme le directeur informatique, il va devoir s'intéresser à la donnée. Donc naturellement, il va devoir acquérir de nouvelles compétences et il n'y a aucun problème. Coursera est là, l'université, l'INSA, les CIGELEC, enfin il y a tout ce qu'il faut. Il y a des cours pour des professionnels, il y a tout ce qu'il faut. Donc il suffit juste d'avoir envie de se former sur le sujet, d'acquérir des nouvelles compétences et puis en attendant de les avoir en interne il y a, là, ça c'est vraiment une offre de service. Nous, on ne fait pas du tout de sécurité. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie des usages qu'on adresse chez Creative Data, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées. Et donc, bon, là, c'est pas lisible, mais en gros, c'est de dire qu'effectivement, tous ces outils de big data comme Splunk peuvent être exploités par des spécialistes. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des sachants et à avoir une approche de la sécurité qui sera vraiment en rupture par rapport à ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Voilà, time out. Donc en gros, la conclusion, en fait, c'est penser pour mon ami Philippe. Donc en gros, Philippe Neubourg, donc un ancien Normand, exilé à Montréal, qui finalement on a eu un petit peu marre de l'inertie à la française, qui réfléchit mais n'agit pas, et donc qui nous dirait, et ce sera le mot de la fin, faites votre propre expérience, commencez petit, ne vous mettez pas de pression, faites votre première expérience, vérifiez en rentrant que vous avez bien une politique de sécurité, qu'elle est mise en œuvre, qu'il y a des choses, faites petit, faites juste bien, et puis n'hésitez pas à faire votre expérience du big data dans la sécurité si vous voulez avoir une approche un peu différenciante du sujet. Merci pour votre attention. Merci Arnaud. Quelques questions peut-être avant de... La pause du midi attire tout le monde vers l'opéra. Non, chacun son métier. On va laisser la police faire son travail. Tu parlais tout à l'heure d'une offre de stockage de 40 Tera minimum, ouais, il me semble. Et tu parlais aussi de logiciels open source. Qu'est-ce que tu utilises? J'ai cru entendre Splunk, mais qu'est-ce que tu utilises comme logiciel pour stocker autant de données? Et surtout, quel est le temps d'accès à ces informations? Donc en fait, en gros, les 40 Tera, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez fait le pas du cloud, en fait, vous avez pour 10 ou 20 fois ou 100 fois moins cher, 10 ou 100 fois ou 20 fois plus de stockage et de calcul à disposition. Donc ça, il faut le savoir. D'où l'intérêt de se poser la question de la sécurité du cloud. Donc nous, en fait, c'est le minimum qu'on ait. C'est-à-dire que dans nos infrastructures Hadoop qui sont distribuées, où en fait on fait rien en fait nos premiers groupes de calcul, c'est 5 ou 6 machines. Et donc les tout petits disques durs, les plus petits disques durs qu'on ait trouvés, c'était un certain nombre de Tera, parce que ça se fait pas en dessous. Et donc même pour l'offre starter chez nous, c'est 40 Tera, parce qu'en fait on ne sait pas faire moins. Donc c'est pour ça. Et c'est OVH en fait, qui est notre hébergeur là, en l'occurrence. Mais en fait on rentre effectivement dans... Et là il y a bien deux vitesses, il y a ce qu'on a chez nous et il y a ce qu'on a dans le cloud. Et les logiciels, donc Splunk est un logiciel propriétaire, parce qu'ils ont agrégé tout un tas de choses. Les logiciels qu'on utilise, c'est Cloud, enfin concrètement, pour citer les principaux, c'est une distribution à Hadoop qui est la plus prometteuse, qui est Cloudera, sur laquelle on active certains services qu'on monitore, etc. Donc, sur lesquels on va faire du R notamment, qui est la solution de machine learning open source qui vient concurrencer SAS, IBM, etc. Et puis on va utiliser du Spark, on va utiliser du MongoDB pour les bases NoSQL, dans lesquelles on va créer en fait des vues métiers interrogeables en temps réel, parce qu'on a des collections de données qui sont réparties sur des serveurs un peu véloces. Et puis en termes de technologie, après on remonte dans les couches et on va avoir en fait des solutions analytiques embarquées qui soit sont des solutions prépackagées, soit des solutions de visualisation que vous connaissez comme D3, Processing, Angular et j'en passe, et des meilleurs, enfin bref, tout ce qui se fait en open source. Merci.
Je vais poser une question un peu polémique. Donc, tu as dit que la donnée était ce qui, du coup, était la richesse de l'entreprise. Si on fait le choix du cloud, du coup, on donne accès à nos données à l'hébergeur qui peut finalement tout lire. Alors, ça coûte moins cher, mais est-ce que ça vaut est-ce que le risque Alors là, en fait, tu poses une hypothèse sur laquelle je ne suis pas d'accord. En fait, c'est là qu'on n'est pas d'accord, c'est que l'hypothèse, c'est de dire, vous avez donné vous fournissez votre patrimoine informationnel à une entité externe qui a accès à vos données, du coup. Sauf que déjà, tu peux la donner cryptée, ta donnée, premièrement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut commencer par là. Et alors, est-ce que tu sais analyser les données cryptées hébergées ailleurs? Oui. D'autres questions? Oui, comment? Comment? Très simplement. En fait, tout ce qui est donc cloud ou même, enfin peu importe, en fait, ils font de l'encryption native, c'est-à-dire qu'en gros, tu choisis en fait la couche sur laquelle tu vas gérer en fait ton encryption. Donc, ça peut se faire à différents niveaux. En gros, tu fournis des données que toi seul tu sais exploiter et ta clé privée, c'est bien toi qui l'as en fait. Et puis, tu peux très bien faire de la clé privée, un système d'authentification sur ton portable en même temps, ta puce, là, celle que j'avais dans la poche ou autre, etc. Et de toute façon, quand tu n'as pas l'ensemble de tes clés, et l'idée c'est de faire de la sécurité en profondeur, donc on va bien faire attention à superposer les couches, c'est pour que s'il y a un layer qui pète, il y aura des autres layers en fait derrière pour prendre le relais. Et donc tout ça en fait tu peux gérer. Là typiquement chez Amazon ils font du VPC et du VPN. Et du coup en fait la majorité des clients en fait font du VPC, donc ça veut dire qu'on est déjà dans un réseau privé. Et ensuite ils vont activer leur réseau VPN. Et ensuite on va nous aller se connecter en SSH et faire une authentification multiple avec une temporalité, une clé RSA ou ce genre de choses. En fait, on peut aller très 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 loin. Et le cloud, juste pour la bonne compréhension, c'est pas Amazon ou Google, hein, ça peut être le client demain. Ça peut être Creative Data, Innopolis, on fait du cloud. Il y a un seul serveur, on ne devrait pas, mais on fait du cloud. En fait, le cloud, c'est juste de se dire à un moment donné, je délègue et je fais confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, ça veut dire que je dois être en capacité de contrôler et de mesurer la confiance que j'ai mis dans mon hébergeur. Bonjour. Une petite question. Là, moi, je suis en formation administrateur base de données et réseau. Justement, au niveau base de données, j'ai vu qu'au programme, on allait faire du SQL et des choses comme ça. Au niveau big data, on est vraiment un cran au-dessus, c'est ça? On n'est pas du tout sur ces technologies-là. Perdez pas votre temps. Voilà. Non, mais c'était pour savoir. Il y a des logiciels qui sont spécifiquement adaptés au big data. On ne peut pas parler de big data pour une technologie, avec des logiciels SQL et choses comme ça. En fait, ce qu'on fait, c'est que souvent on fait du scoop, pour ceux qui connaissent, et donc on vient prendre toutes ces données structurées avec du SQL, en fait, qui reste le langage aujourd'hui 92 SQL. C'est juste qu'on vient prendre tout ça et passer tout ça sur du Hadoop. Donc après, on l'adresse avec du MapReduce et puis des couches un peu plus hautes. Mais effectivement, on n'adresse plus la donnée en SQL. La question porte sur les données. Est-ce que tu considères que les données sont quelque chose de volatile ou est-ce que c'est des choses qui doivent être conservées? Et dans l'hypothèse où elles doivent être conservées, quelles mesures vous prenez sur vos infrastructures pour en assurer la pérennité? Alors effectivement, on a bien deux natures en fait de données. On a les données en fait qu'on appelle au repos et les données en transit. Donc on a bien les données en fait qu'on va historiser, qui vont être stockées dans notre lac, et on va avoir des data flows, donc vraiment du flux de données. On pense à Twitter tout de suite, où là on sera sur du flux temps réel. Donc dans les deux, en fait, on utilise des technologies différentes pour l'adresser. Donc on va plutôt être sur du Hadoop d'un côté, on va plutôt être du Storm ou d'autres technologies qui sortent de nos GAFA, Google, Amazon, Facebook, toujours en fait qu'on peut remercier. Donc ça c'est pour le traitement de la donnée. Donc on a bien les deux natures d'informations qui transitent. Et puis pour ce qui est du stockage, effectivement on a géré en fait bien en amont ce qu'on appelle la persistance. C'est-à-dire qu'en gros
vous faites du big data, vous êtes sur une logique persistante où vous n'avez même pas besoin de faire de RAID, de penser à avoir des disques durs, des machins. Non. En fait, pour faire du big data, vous devez avoir systématiquement l'information qui est recopiée à minimum 3 fois. C'est le grand minimum, et nous, c'est beaucoup plus de fois que ça. Donc je vais dans la salle serveur qui est à côté, je tape dedans, je débranche le fil, ça marche encore, il n'y a pas de problème. Et ça, un nombre de fois impressionnant. Parce qu'en fait, on a une logique de nœuds et d'informations distribuées et réparties. On n'est plus sur une approche centralisée où j'avais ma machine et j'avais juste peur d'une chose, c'est qu'il lui arrive quelque chose à cette brave machine. Pour revenir à la question de tout à l'heure, on peut les sécuriser avec beaucoup de cryptage, les VPN et tout le reste. Mais est-ce que, les résultats en disant que le big data loué est 20 fois plus rapide sont faits avec des systèmes de cryptage ou c'est juste la donnée brute? Et donc dans ce cas-là, est-ce que les systèmes de cryptage ralentissent pas la performance du big data? Ouais, effectivement, donc c'est ce que je disais à Magali tout à l'heure. En fait, tout dépend du layer qui va gérer l'encryption. En gros, plus vous gérez en fait ça de manière bas niveau, donc au niveau hard, et meilleur vous aurez, et plus les performances seront bonnes en fait. Donc en gros, c'est pour ça que je parlais de gestion native tout à l'heure et très très bas niveau, donc sous l'OS. L'objectif en fait, c'est d'avoir tout ça en fait avec des processeurs qui vont être dédiés en fait à cette partie-là. Et donc, si on prend tous les processeurs dédiés et tout le reste, ça revient pas à un coût plus élevé Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et après, en fait, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que vous êtes tous passés dans une salle serveur dont les portes étaient ouvertes. Ça n'arrivera pas dans le cloud. Bonjour. Je me demandais en fait si Big Data, c'était pas tout simplement un moyen pour les entreprises de récupérer les informations des utilisateurs qui ne voulaient pas donner auparavant, sous le prétexte que cette information-là les sécurisait. En fait, comment dirais-je, on est tous à un moment donné responsables, nous en tant que personnes, donc personnes physiques, mais les personnes morales c'est pareil. À un moment donné, on choisit tous de diffuser et de donner de l'information. C'est-à-dire que clairement, il y a le big data, c'est effectivement c'est des données perso, donc en B2C, donc consumer, mais c'est aussi des données pro. Ces données-là, en fait, il faut bien avoir à l'esprit, en fait, quand on parlait de sécurité, qu'on est tous responsables. Et à un moment donné, quand on accepte de consommer certains services, il y a des contreparties. La gratuité, on en revient toujours là. En fait, la gratuité, la contrepartie, c'est vous, personne, ou c'est vous, entreprise. Donc, il faut en être conscient. Vous acceptez tous des conditions générales d'utilisation. Et donc ça, c'est pas le big data, c'est pas la technologie, c'est juste vous. Vous êtes citoyen, vous avez des devoirs, vous êtes consommateur, vous faites ce que vous voulez. Vous utilisez des applications mobiles gratuites. Sachez qu'effectivement, la gratuité a ses limites et qu'à un moment donné, c'est vous le produit en fait. Bien. Merci Arnaud. Avec plaisir.